Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sabrina Philippe. Bonsoir et bienvenue pour cette libre antenne sur Europe 1. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Nous serons ensemble jusqu'à 1h du matin. Cette émission est votre émission, alors nous attendons vos appels au 39 21 et puis bien sûr vos réactions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Corentin et Thomas sont là pour vous accueillir avec toute leur gentillesse et puis c'est Andreas ce soir qui est aux manettes et qui est en pleine forme, on peut le dire. C'est la libre antenne, vous êtes sur Europe 1 et c'est parti. Europe 1. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sabrina Philippe. Et c'est Mireille qui nous rejoint pour commencer cette émission. Bonsoir Mireille. Bonsoir Sabrina, merci Bonsoir. de prendre mon appel. Merci à vous d'appeler. Oui, vous savez, je préférais ne pas vous appeler parce que vraiment, je suis chamboulée par le problème de ma petite fille. Hein. Vous savez, Corentin a dû vous dire, ça fait 2 fois qu'elle fait un appel au secours auprès de sa maîtresse à l'école. La première fois, donc c'est à peu près il y a 2 ou 3 mois de ça, je pense. Elle a voulu se jeter du haut des escaliers. Elle disait qu'elle voulait mourir. Et puis là, cette semaine à nouveau, mardi, elle a fait un courrier, un dessin à sa maîtresse, où elle a dessiné un enfant avec la corde au cou, des coups de pistolet dans la tête, et puis à côté une boîte D'accord. Voilà. Ouais, ça vous perturbe beaucoup. En effet, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Voilà, c'est très inquiétant, avec un cercueil avec son nom dessus. Et elle a marqué dessus maîtresse, aidez-moi. Bon, c'est un appel au secours très clair. Oui, elle a quel clair. âge, votre petite fille? Elle va avoir 9 ans au mois de septembre. D'accord. Voilà, donc je vais vous expliquer un peu la situation. Donc Oui. Mon fils est séparé de sa maman depuis 5 ans. Donc ils avaient une entente à l'amiable pour la garder. Donc ils faisaient moitié un week-end sur 2 et 2 jours par semaine. Elle restait donc avec son papa. D'accord. Donc depuis l'âge de ses 4 ans, c'est comme ça. Depuis l'âge de ses 4 ans, c'était comme ça. Bon, ça se passait tant bien que mal. C'est une fille qui est quand même assez compliquée. Nous-mêmes en tant que beaux-parents, on avait beaucoup de soucis avec elle. Bon, bref. Vous parlez de votre belle-fille, là, de la maman? Voilà, c'est de la maman, voilà. Donc, bref, depuis 5 ans, ils sont séparés. Et mon fils a une nouvelle compagne. Et au départ, quand elle a eu la nouvelle de cette nouvelle compagne, ça se passait pas trop mal. Mais le jour où cette nouvelle compagne est tombée enceinte, alors là, ça a été le début de l'enfer, quoi. Elle a commencé à dire qu'elle ne voulait plus que mon fils et sa fille, seulement une fois par mois. Elle était fille unique à la base ou elle a des frères et sœurs de ce premier mariage? Non, il y avait qu'un enfant avec cette maman-là. D'accord. Et puis là, il y a un petit garçon maintenant avec l'autre maman. D'accord. Et donc là, tout a commencé et elle a dit elle voulait plus que mon fils et sa fille aussi souvent, qu'une seule fois par mois. Et donc là, et qu'elle allait donc faire un appel au tribunal et qu'elle allait demander à avoir la garde de sa fille, vous voyez. Donc mon fils a dit ok, moi je fais aussi le nécessaire, je vais prendre un avocat. Et donc il y a eu cette bagarre dure depuis le bébé, et avant que le bébé soit né, il a maintenant 17 mois. Alors attendez, j'ai mal compris cette bagarre là dont vous parlez. Oui, c'est-à-dire qu'en fait cette nouvelle belle-mère ne souhaitait pas. Non, la nouvelle belle-mère, elle veut rien avoir à faire, mais c'est-à-dire que la maman de ma petite fille n'accepte pas ce bébé.
Et la nouvelle de ce bébé l'a rendue furieuse, si vous voulez. Elle a décidé que mon fils ne verrait plus sa fille ou très peu. Et elle a d'ailleurs dit à sa fille, ton père maintenant, il a sa nouvelle compagne à aimer, il a son petit garçon, et il a toi, et moi je n'ai que toi pour m'aimer. Donc je veux plus que tu voies ton père autant, vous voyez. Donc déjà le genre de discours qu'elle avait. Donc là, les démarches étaient faites pour avoir pour une décision du tribunal pour savoir pour la garde donc. Et alors, donc, il y a eu d'abord une première rencontre avec les services sociaux. Ça se passe comme ça se passe pas en France, hein, je vous le signale quand même. Donc, il y a une première rencontre avec les services sociaux, donc une assistante sociale et une psychologue qui les a entendus tous les deux. Et à la suite de cet entretien, donc les doléances de la maman de ma petite fille qui voulait, qui avait des demandes qui étaient tout à fait injustifiées, et donc devant ces demandes injustifiées, elle s'est quand même entendu dire que madame, le père a autant de droit que la mère. Oui. Donc, ce qui aurait été le même cas en France, je ne sais pas dans quel pays ça se passe. Oui. Qui aurait été le même cas en France, mais dans sa tête, pour elle, non, c'est la mère qui aurait la garde de l'enfant, donc elle. Donc ça, déjà, ça ne lui a pas du tout convenu comme réponse. Donc quand ils sont sortis de cet entretien, elle a dit à mon fils, puisqu'il en est ainsi, je vais dire que tu me battais. Donc, elle est allée déposer plainte. Mon fils a été entendu par la police plusieurs fois. La nouvelle compagne de mon fils également, d'ailleurs, vous voyez. Et donc, il avait aussi maintenant cette plainte contre lui. Bon. Donc, entre-temps, il y a votre petite fille a été prise en otage dans tout ça. Terrible. Et puis, vous savez, il y a donc la maman, mais il y a aussi derrière la grand-mère qui a des discours, qui a fait des choses qui sont inadmissibles pour une grand-mère. Hein. Et donc, il venait tambouriner la mère et la grand-mère à la porte de mon fils quand le bébé avait 1 mois. D'accord. Vous voyez, le genre de choses. Et la petite à l'intérieur qui pleurait, qui criait, parce qu'elle avait décidé que sa fille ne resterait plus couchée chez son père. Vous voyez, il y a eu des choses vraiment horribles. Ma petite fille a vécu des choses horribles. Et par exemple aussi, sa mère lui dire, si ton père te dispute quand tu es chez lui, t'appelles la police. Oui. Vous voyez les choses qu'elle a dû vivre. Donc là, et puis à côté de ça, si vous voulez, elle met une pression terrible sur sa fille. Elle le fait jamais assez bien. Elle le fait jamais assez bien. Donc jusqu'à l'année dernière, ma petite fille a fait sa première scolarité, à septembre dernier, à l'école française. Tout se passait bien. Elle avait des bonnes notes, il n'y avait pas de souci. Elle a voulu la changer, la mettre à l'école locale. Et ça a été une année très dure, mais elle est tombée quand même sur une institutrice qui était très bien, qui a tout de suite compris le problème et qui est très à l'écoute. Il y a une équipe autour d'elle, ils sont très très à l'écoute. Et elle a beaucoup progressé dans l'année finalement. Hein. Et là, donc, elle se retrouve, mon fils lundi l'appelle, il ne l'avait pas pour le week-end. Mon fils lundi appelle sa fille pour parler avec elle. Et il entend sa mère derrière qui n'arrête pas de dire à sa fille, dis à ton père quelle note tu as eu en maths. Dis à ton père quelle note tu as eu en maths. Donc, elle passe le téléphone à sa fille. Et alors elle dit j'ai eu un en maths. Donc mon fils a dit écoute, c'est pas grave, c'est pas sérieux, tout ça. Puis elle lui dit écoute papa, je voudrais te voir, je voudrais te parler, mais je voudrais te voir. Donc il lui dit bon écoute, tu vas sur ta tablette, je vais t'appeler, on va parler tous les deux sur Skype, vous voyez. Donc il la rappelle sur la tablette, impossible de la voir. Donc il se décide de rappeler la mère sur son portable et la mère lui dit non. Tu l'appelleras dans 45 minutes. Vous voyez la pression permanente comme ça. Et donc, il réussit à lui parler. Et le lendemain, à l'école, elle est venue à l'école, donc avec ce dessin. Et cet appel au secours. Alors, ces dessins, vous les avez vus? Comment ça se passe? Oui, mon fils l'a vu à l'école, la maîtresse, évidemment, parce que la maîtresse, donc, mardi, a tout de suite convoqué mon fils, et la maman également. Hein. Donc, la première fois, quand elle a menacée de tomber du haut des escaliers, la mère a complètement banalisé. Non, c'est rien du tout.
complètement banalisé cette première fois. Et donc là, ils ont été à nouveau convoqués. Il y a une assistante sociale qui les suit, qui a été prévenue de ce qui venait de se passer également, vous voyez. Et cette assistante sociale quand même qui les suit. Alors, il faut quand même que je vous dise qu'entre-temps, maintenant, il y a eu le jugement du tribunal où ma petite fille a été entendue par un avocat, donc la garde est partagée, est restée comme elle était avant. Donc la mère n'a pas eu gain de cause. Voilà, donc la mère n'a pas eu gain de cause. Malgré la plainte qui a été déposée pour... la plainte qui a été déposée pour coup blessure n'a pas été retenue. D'accord. Ils ont bien cerné la personne, disons. N'a pas été retenue. Donc nous, on se dit, on respire, on respire, les choses prennent temps. Et donc, quand même, une assistante sociale a été désignée pour venir à la maison des deux parents pour voir comment ça se passe. Et cette assistante sociale a quand même dit à mon fils, je ne comprends pas que vous n'ayez pas eu la garde de votre fils. Sa maman est quand même dangereuse pour elle. Vous voyez Donc, oui, parce que dans ce que vous dites, Mireille, il y a de la manipulation de la part de la maman, une sorte de maltraitance finalement aussi. Il y a une maltraitance. En voulant atteindre mon fils, elle atteint sa fille. D'accord. Est-ce que votre fils pourrait faire ou est-ce qu'il y a pensé de faire un recours en justice pour avoir la garde? Alors donc cette assistance sociale lui a dit, répété. Donc là, à la suite de ce qui s'est passé mardi, il a appelé l'assistante sociale qui était au courant, et l'assistante sociale lui a donc dit à ce moment-là, il faut que vous appeliez votre avocat. Mais moi, c'est pour ça, après, ce qui vient de me chambouler plus, parce que il est quand même encore... Alors, donc, mon fils parle avec sa mère, il discute, parce que la mère, ça y est, maintenant, elle pleure, elle se rend compte que sa fille est malheureuse, que c'est allé un peu trop loin, qu'elle est peut-être allée un peu trop loin, on dira qu'ils sont allés un petit peu trop loin, et que maintenant, non, il faut que ça cesse. Donc, pendant 2h30, elle a embobiné mon fils. Et mon fils dit, elle a l'air de comprendre, je vais voir. Et je lui ai dit au téléphone, j'ai dit, n'attends pas une troisième fois, Paul. Parce que la troisième fois, ça va peut-être être un passage à l'acte. Exactement. N'attends pas. Exactement. Donc, je crois que c'est très important, en effet, de prendre au sérieux. Voilà, je crois. C'est pour ça. Ces appels au secours de l'enfant, on avait fait d'ailleurs une émission sur le suicide de l'enfant il n'y a pas très longtemps. Et souvent, on ne peut pas imaginer qu'un enfant puisse faire une tentative de suicide. Or, c'est le cas. C'est possible. C'est possible. Souvent, d'ailleurs, ça passe pour des accidents. Et je crois que c'est très important de prendre au sérieux les appels au secours de cette petite fille. On va devoir faire une toute petite pause et je vous reprends juste après. Restez avec nous, Mireille. À tout de suite. Merci. Europe 1. Sabrina Philippe. Europe 1. Toutes vos confidences, Sabrina Philippe, au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et à l'instant, nous étions avec Mireille. Vous êtes toujours avec nous, Mireille? Oui, je suis toujours là. Oui. Alors, vous nous expliquiez justement que vous étiez très inquiète pour votre petite fille de 9 ans, qui était dans une situation familiale compliquée, avec une maman assez manipulatrice, et même maltraitante, on peut le dire. Oui. Moi, c'est le mot, elle est maltraitante. Voilà, une maltraitante, et puis qui surtout appelle au secours, par des dessins très inquiétants et par des attitudes qui pourraient faire penser qu'elle pourrait faire un passage à l'acte suicidaire. C'est ce que vous nous expliquiez. J'invite d'ailleurs les auditeurs, s'ils souhaitent aussi nous appeler, témoigner ou donner aussi leurs conseils. Le 3921, la ligne est ouverte sur la libre antenne d'Europe 1 et nous attendons vos appels. Donc vous nous expliquiez justement que votre fils devait finalement maintenant passer un petit peu plus à l'action, à l'attaque, et demander la garde. Ah oui, là, ce matin, vous savez, parce que quand j'ai vu que encore il allait lui laisser une chance de devenir raisonnable, et on sait qu'elle ne sera pas raisonnable. On sait qu'elle ne sera pas raisonnable. Je lui ai dit, écoute, ta fille est en danger, est en danger de mort. Il faut que tu l'entendes. Est-ce qu'il l'entend? Est-ce qu'il l'entend? Eh ben, vous savez que il a quand même compris. Il a quand même compris parce que du coup, il a rappelé l'assistante sociale. Et l'assistante sociale, parce que je trouvais qu'elle n'arrêtait pas de lui dire
je ne comprends pas que vous ayez pas la garde de votre fille. Je ne comprends pas parce qu'il a eu 2 assistantes sociales. Il y en avait une autre au préalable qui s'occupait d'eux aussi. Et il dit, elle disait, je ne comprends pas que même ma collègue n'ait pas fait le nécessaire pour que vous ayez la garde de votre enfant. Mais d'un autre côté, elle dit, elle est en observation pour à peu près 6 mois. Je vais faire mon rapport en octobre. Moi, déjà, je pensais avec le premier épisode qu'octobre c'est trop loin, vous voyez. Bien sûr que c'est trop loin. C'était trop loin. Puis évidemment, avec ce qui vient de se passer maintenant, elle est en péril, cette gamine. Elle bien est en évidemment. péril. Mais vous avez tout à fait raison. René pose une question très juste qui me venait également à l'esprit. C'est est-ce que cette petite fille est suivie par un psychologue ou un pédopsychiatre? Oui. Donc depuis le premier entretien qu'ils ont eu donc avec l'assistante sociale et la psychologue, elle est suivie tous les 15 jours. D'accord. Vous voyez, elle est suivie tous les 15 jours. Et est-ce que c'est une psychologue ou un psychiatre qui la suit? C'est une psychologue. Une psychologue. Est-ce que la psychologue a été alertée par ces dessins et cette attitude? Je ne pense pas que... Non, là, la psychologue, non, parce que ça s'est passé mardi, vous voyez ça. Donc c'est plutôt au niveau de l'école et de l'assistante sociale. D'accord. Donc il est impératif... Elle va être alertée parce que l'école, vu tout ce qui se passe, si vous voulez, je dois dire que cette école, ils sont formidables. Hein. Ils ont été formidables. Et donc ils travaillent en lien aussi avec eux, vous voyez. Ils travaillent quand même en lien avec eux. Parce que c'est très important que cette psychologue soit alertée dans la mesure où parfois l'enfant ne parle pas en consultation, ou en tout cas ne parle pas de ses pulsions de mort. Voilà, c'est ce que je pense, je ne sais pas si elle en a parlé. Voilà, ça, vous voyez. C'est pas toujours évident. Et contrairement à l'adolescent où parfois il peut y avoir des signes très très clairs en fait de passage à l'acte, chez l'enfant ça peut être beaucoup plus masqué. C'est pour ça que parfois même des enfants suivis malheureusement passe à l'acte et le psychologue n'a rien vu parce que tout simplement rien n'a été dit autour de ce sujet. Donc c'est vraiment important de tenir informé la psychologue au plus vite. Mais l'assistante sociale a l'air de dire qu'elle allait réunir tout le monde. Parce que vous voyez, je pense qu'il s'est passé là, c'est que les choses se sont accélérées. Parce que donc, déjà, ma petite fille était à l'école française et la mère arbitrairement l'a sortie, je vous ai dit, donc il a fallu qu'elle change de système, alors que ça se passait très bien. Elle est dans quel pays, on peut le dire ou pas? Oui, on peut le dire, elle est en Croatie. Hein. D'accord. Voilà. Et donc, alors, si vous voulez, la mère... Donc elle se retrouvait dans une école où elle parlait et le français et l'anglais et le croate. Oui. Elle se retrouve dans une école où elle ne parle que le croate maintenant. Bien sûr. Vous voyez, qu'elle ne parle que le croate. Donc la mère a décidé, là, il y a 15 jours, 3 semaines, que sa fille avait des soucis avec les B et les D. Déjà elle avait une alerte. Donc elle voulait l'envoyer dans une école spécialisée pendant une semaine pour donc corriger ça. Mon fils était dans tous ses états. En plus, c'est une école qui coûte 800 € pour la semaine, vous voyez. Et je lui dis, ne panique pas, appelle de suite. Vous savez, il a la tête sans dessous, il ne sait plus où il habite. Et donc, je lui dis, ne panique pas, appelle la maîtresse, fais le point avec elle. La maîtresse a dit, sa mère m'en a parlé, je lui ai expliqué que c'était pas du tout nécessaire, que déjà, elle est trop jeune pour aller à cet endroit-là. Eh bien, croyez-moi, elle a sorti sa fille de l'école pendant une semaine, là, début avril. Alors, vous voyez, elle a critique, elle n'a jamais de bonnes notes, donc elle la dévalorise constamment. Et je crois que là, ça précipitait des choses très certainement. Mais évidemment. Vous voyez ? Mais évidemment. Mais je pense que c'est très important. Alors, il y a un SMS aussi qui vient d'arriver qui dit il faut demander une requête en urgence. Certainement que c'est possible également en Croatie. C'est ce que j'ai dit à mon fils. Je dis, tu appelles ton avocat, tu vas voir ton avocat, tu ameutes tout le monde et vous allez voir le juge des enfants. Vous demandez en urgence une audience au juge des enfants. Bien sûr, avec une expertise. En effet, il y a un autre SMS qui arrive là. Une expertise médico-psychologique, bien évidemment. Il faut absolument prendre les choses très très au sérieux, très rapidement également, Mireille. Et je crois que vous avez tout à fait raison de vous alerter. Voilà. Et je me demandais si j'avais pas surréagi, ou si j'avais pas. Mais je crois que c'est ce qu'il fallait lui dire. Ah non, mais là, il n'y a pas de surréaction de votre part. Vous êtes dans le vrai. Oui. Il y a urgence, il y a une dangerosité pour cette petite fille. Et vous voyez, ma petite fille, elle est en permanence des cernes. Elle doit pas bien dormir.
Je pense qu'elle est extrêmement perturbée Elle est en permanence. Je vais vous raconter juste une histoire qui me tient tellement à cœur et il faut que je vous le dise. L'année dernière, donc, ils se partagent les vacances d'été entre la mère et le père, évidemment. Donc, il a remis ma petite fille à sa mère. Ils sont allés chez sa grand-mère. Quand elle est revenue, je vous résume en vitesse les faits. Mon fils, entre-temps, donc à la suite de cette histoire, avait rencontré une autre jeune fille qui malheureusement était elle aussi perturbée, était maniaco-dépressive et s'est suicidée. Hein. Vous voyez. Et donc, mon fils était tellement traumatisé, il en avait parlé donc à la mère de ma fille. Il n'aurait jamais dû se confier, mais bon, dans ces moments-là, on parle à qui on peut, je pense, même si c'est pas la bonne personne. Quand ma petite fille est revenue de ses vacances, vous savez ce que sa grand-mère lui avait dit? Non. Tu sais qu'une fille s'est suicidée à cause de ton père. Oh là là. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte ce qu'elle est obligée de subir? Non, mais c'est évidemment, votre petite fille est en très grand danger. C'est pas possible. Et voilà. Très grand danger. Voilà. Et donc, en principe, j'ai voulu aussi vous appeler parce que la dernière émission, j'avais parlé avec Caroline, j'avais dit à mon fils de vous écouter puisqu'il peut l'écouter. Et puis, je voulais aussi qu'il vous entende à nouveau, qu'il comprenne l'urgence, vraiment la grande urgence qu'il y a maintenant avec ça. Je la confirme, cette grande urgence. Et s'il est amené à écouter cette libre antenne, soit en direct, soit justement en podcast. Hein. Oui, je vais lui dire d'écouter en podcast. Donc je lui confirme cette très très grande urgence vis-à-vis de sa fille. Malheureusement, ces passages à l'acte chez les enfants peuvent être très violents lorsqu'ils sont désespérés. Hein, lorsqu'on est face à un enfant désespéré. Et chez sa mère, elle habite à l'étage aussi, vous voyez. Il y a un balcon. Chez mon fils aussi, il y a un balcon. Vous voyez, donc on pense à toutes ces choses. Bien entendu, mais bien entendu. Je vais vous dire que mon mari et moi, nous avons pris la retraite là, depuis 13 ans. On avait tout pour que ça se passe bien. Ma petite fille a 9 ans. Ça fait 8 ans que nous vivons l'angoisse au ventre. Vous allez la voir de temps en temps en Croatie? Mais on y va beaucoup. On essaye de tenir un lien le plus possible. Le plus possible, on est en lien le plus possible, ne serait-ce que pour soutenir mon fils, parce que je vous assure, il a vécu des moments vraiment très difficiles. Il s'est fait aider, heureusement, il a trouvé un groupe de parole qui l'a beaucoup aidé. Et cette jeune fille qu'il a trouvée, qui est merveilleuse, la maman de notre petite fille qui est merveilleuse, qui a accepté ma petite fille, qui l'adore. Et vous savez, c'est même ma petite fille qui a dit à mon fils, et elle lui a dit, oh papa, tu me ferais pas un petit frère ou une petite sœur avec sa nouvelle compagne. Vous voyez à quel point ça... Il y a tout pour qu'il n'y ait que du bonheur, si vous voulez. Oui. Et il y a ce grand malheur, quoi. Cette épée de Damoclès qui est sur la tête de ma petite fille, quoi. Là, il faut vraiment maintenant passer à l'offensive. De la part de votre fils, il faut passer à l'offensive pour sauver sa fille. Voilà. Je vais lui dire de bien vous écouter et puis que vraiment ils prennent l'action et qu'ils poursuivent, quoi. Il faut vraiment qu'ils poursuivent les gens pour qu'ils fassent le nécessaire, quoi. Mais là, il y a une grande mise en danger. Donc, en effet, c'est une requête d'urgence, comme on l'a dit. C'est ce que je lui ai dit de faire. Je lui ai dit, il faut que vous alliez faire de suite une demande au juge des enfants pour que... Parce que vous voyez, elle va repartir chez sa maman là pour l'été. Encore, heureusement, ils ont limité à 20 jours. Ils sont 20 jours chacun parce que je me disais un mois, je ne sais pas ce que ça donnerait, vous voyez. Et puis il faut que cette petite fille soit entendue aussi. Il faut qu'elle puisse, qu'il puisse y avoir aussi un rapport sur sa détresse psychologique. C'est vraiment important. Mais voilà, je pense qu'elle est vraiment victime de manipulation de la part de sa mère. Malheureusement, il y a des mères manipulatrices. Et on l'a vu ici dans cette libre antenne, même très tard, même adultes, parfois même plus âgés. Ce sont des séquelles qui restent. On a eu des auditrices, des auditeurs ici qui avaient été victimes de parents manipulateurs avec une certaine perversité. Et vous voyez, mon fils, qui est vraiment conscient de ça, vous savez, il remet constamment les pendules à l'heure. Dès qu'il voit que ma petite fille commence à rentrer un peu dans cette manipulation, il commence à lui expliquer les choses qu'il faut. Vous voyez, il est constamment en train de la remettre sur les rails, lui expliquer. Vous savez, il est d'une patience incroyable, moi je trouve. Mais heureusement. Il fait un boulot. Vraiment, moi je l'admire pour ça. Heureusement, mais ça suffit pas. C'est-à-dire non, ça suffit pas. Ça suffit pas. Idéalement, il faudrait limiter les contacts, en effet, et qu'elle puisse retrouver une certaine sérénité. Et à votre avis, Sabrina,
Vous pensez que bon, moi je sais, j'ai travaillé en psychiatrie en France, donc je sais qu'avec les parents, on faisait souvent des visites avec le parent, mais l'enfant n'était jamais seul avec le parent. Vous pensez que ça serait une bonne idée pour ma petite fille de partir sur la base de ça, si elle doit quand même voir sa mère, ou elle doit quand même la voir passer des week-ends avec sa mère, ou ça serait mieux que ça soit toujours en présence de quelqu'un pour un temps plus court? Ça serait quoi votre opinion là-dessus? Alors, étant donné que je ne connais pas la mère, si vous voulez, que je ne l'ai pas vue du tout, je ne vais pas me prononcer. Je me prononce uniquement par rapport à ce que vous dites. Maintenant, là déjà, si vous voulez, s'il pouvait avoir la garde, et ne serait-ce que la fille soit là que le week-end et qu'il ait justement aussi cette autorité parentale pour décider où sa fille doit être scolarisée, et que ce soit qu'elle passe déjà des semaines plus sereines, ça serait déjà pas mal. Ça serait déjà pas mal. Après, c'est l'expertise, c'est le juge qui va décider de ça. Vous voyez? Mais là déjà, il y a une situation d'urgence pour l'extraire. Pour extraire cette petite fille de cette situation. Voilà. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est à quelle rapidité ça va aller, quoi. C'est ça. Est-ce que ça va prendre du temps? Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment être dans l'urgence. Il faut alerter dans l'urgence. Il faut garder ses dessins. Il faut dire que l'enfant est en danger. Voilà. Cet enfant est en danger. C'est sûr, oui. Donc c'est ça qu'il faut mettre en avant et saisir en urgence. Faire une requête en urgence. Il y a danger. Ça, oui, ça, c'est sûr. Il y a un danger. Et c'est une évidence, Bien sûr. Oh, vous me rassurez, Caroline, parce que je me disais... C'est Sabrina. Sabrina. Je me disais, j'ai peut-être été trop sévère avec lui. J'avais peur après de lui mettre trop de pression, vous savez. Non, mais vous êtes dans le juste, Mireille. Et puis, vous savez, souvent, c'est... Le cœur, il est souvent dans le juste. C'est-à-dire qu'on sent que vous aimez beaucoup votre petite fille. Ah oui. Et vous sentez bien que la situation, elle est dangereuse pour elle. Oui, voilà, ça glisse, ça prend une mauvaise pente, quoi. Oh, je vous remercie beaucoup, Sabrina. Écoutez, de rien, Mireille. Et puis, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Je le ferai. Je vous remercie. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage. Vous allez peut-être aller en Croatie, d'ailleurs, pour le soutenir, votre fils. Ils viennent, là. Ils doivent venir, ils seront là à la fin du mois. D'accord. Ça sera du bonheur. Bon. En tout cas, qu'il entame ses démarches avant l'été. Voilà, je lui ai dit, il faut que ça soit fait la semaine prochaine. Bien sûr. L'idéal, c'est que... après, comme il dit, c'est comme partout, c'est l'été, après... Oui, mais on n'est pas encore en été, il y a tout le mois de juin. C'est ce que je lui ai dit, il y a quand même tout le mois de juin. Il y a un SMS qui arrive aussi, bien sûr, il faut parler à cet enfant, lui dire qu'on prend en considération son problème, mais manifestement, son papa le fait, il le fait régulièrement. C'est fait, constamment. Mais surtout aussi prévenir la psychologue, j'insiste bien là-dessus. Mais je pense que l'assistante sociale a dû s'occuper de ça. D'accord, mais il faut quand même s'en assurer. Oui, il va s'en assurer. Voilà. Et de prendre très très au sérieux, mais vraiment très au sérieux, ces appels au secours. On pense rarement que l'enfant puisse avoir des idées suicidaires, mais c'est le cas malheureusement. Oui, et puis là c'est quand même un dessin qui est assez effrayant. Mais il est assez explicite, ce dessin. Oui. Et vous voyez, là, mon fils a quand même mis sa mère devant un peu aussi ses contradictions, parce qu'elle n'arrête pas de dire que ma petite fille ne sait pas s'exprimer, ne sait pas écrire. Il lui a dit, elle a bien su le faire, là. Oui, mais si la mère est manipulatrice, elle va se servir de toute façon de tous les éléments pour les retourner contre lui ou pour. Donc il faut que ce soit la justice qui tranche. Là, si vous voulez, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y aura pas d'autre solution, ça ne se passera pas dans le dialogue. Non, ça c'est sûr. Bon, déjà, le papa est présent. Déjà, sa nouvelle belle-mère l'aime beaucoup. Présente, c'est une famille apparemment, heureuse qu'il a pu recréer. Donc ça, c'est déjà un élément qu'il faut prendre en considération parce que c'est déjà une certaine stabilité d'un côté. Voilà, je crois que c'est ce que l'assistante sociale qui passe les voir a vraiment pu constater. Donc ça, c'est très important aussi pour votre petite fille, parce qu'elle a quand même un exemple de famille qui est unie. Il y a un SMS qui est arrivé pour vous. Courage à Mireille, et qu'elle continue à soutenir son fils. Mon fils a eu le même problème et il a eu la garde de ses enfants, nous dit Muriel. Voilà. Mais vous savez, je vous dis, nous on avait repris espoir parce que donc l'assistance sociale semblait vouloir travailler dans ce sens, mais il y avait pas d'urgence pratiquement, vous voyez, alors que finalement il y a quand même cette urgence, quoi.
Une grande urgence. Une grande urgence, oui. Donc c'est pour ça que je vous dis, prévenez la psychologue. Elle aussi, elle va pouvoir mettre cette urgence en avant, peut-être même faire une expertise. En tout cas, voilà, il faut mettre la machine en route le plus vite possible, sans tarder, absolument sans tarder. Merci beaucoup, puis merci au soutien des auditeurs. Oui, ils sont avec vous en tout cas, et moi je vous souhaite beaucoup de courage aussi, merci, Mireille. Sabrina. Et puis je vous dis, n'hésitez pas à nous tenir au courant. J'espère que... Je le ferai. Dès que j'ai des nouvelles que j'espère positives, je vous ferai savoir. J'espère que tout va pouvoir avancer pour le mieux pour cette petite fille. Espérons. Et vous êtes dans le vrai, donc continuez. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Belle nuit à vous. Mireille. Bonsoir à vous aussi. Au revoir. Europe 1. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sabrina Philippe. Et cette émission est votre émission. Nous attendons vos appels au 39 21 et puis bien sûr vos SMS au 7 39 21, commençant vos messages par le mot nuit. Et c'est Jérémy qui nous rejoint maintenant. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Alors, quelle est la raison de votre appel ? J'aime pas trop utiliser des mots qui sont utilisés partout, mais je pense que je suis en plein bar-out dans mon travail. Je m'ennuie énormément. Là, en ce moment, je travaille dans une mairie. J'ai des tâches administratives dont je vous ferai pas le détail parce qu'elles sont vraiment ennuyantes. Et moi, je pensais prendre ce boulot pour boulot d'un point au début pour commencer autre chose. Et en fait, je m'enferme petit à petit dans ce boulot parce que j'ai une copine et il faut la nourrir, tout ça. Et voilà, finalement, je me retrouve comme un cercle vicieux là, enfermé là-dedans et je sais plus quoi faire. Et c'est vraiment ennuyant. Je veux pas au travail en souriant, loin de là. Donc voilà, j'ai l'impression d'être bloqué. D'accord. Vous avez accepté ce travail, c'était pas le travail que vous souhaitiez à la base, c'est ça ? Qu'est-ce que vous vouliez faire, Jérémy ? Moi, à la base, je voulais travailler. J'ai fait toutes mes études dans le sens-là. J'ai travaillé plus dans le métier manuel, dans l'artisanat. Oui. Au départ, je voulais travailler dans le bois. Et j'avais trouvé quelqu'un qui me prenait en stage et avec qui je devais reprendre son affaire plus tard. En fait, il faisait des meubles en bois et il les vendait lui-même. D'accord. Et finalement, il a mis la clé sous la porte sans que je puisse reprendre l'affaire. Et j'ai dû trouver un travail rapidement. Et ma mère travaille à la mairie, du coup, je travaille avec elle. D'accord. Donc, vous avez eu une formation pour travailler dans le bois ? Exactement. Et là, dans ma région, en tout cas, j'arrive pas. À chaque fois, les réponses sont négatives, où il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de demande. Ils me disent qu'ils n'ont pas assez de commandes pour embaucher des gens. Donc, c'est ma passion, moi, donc je sais pas si je vais changer de domaine pour trouver du travail, parce que là, voilà, je trouve ce que je peux, quoi. La mairie, ça fait maintenant 3 ans et c'est long. Oui, c'est assez long quand c'est pas, en effet, quand vous faites pas quelque chose qui vous plaît vraiment. Surtout quand on choisit pas, le travail du bois comme ça. C'est quand même, il faut qu'il y ait un peu de passion derrière. Il faut que ce soit... Oui. Moi, j'ai su très tôt ce que je voulais faire vers 16-17 ans et j'ai commencé dans ce sens-là à vouloir faire mes études vers là et mes parents m'ont toujours accompagné. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans ce domaine-là. Enfin, travailler. Justement, non, de pouvoir commencer mes études et acquérir de l'expérience dans ce domaine. Et maintenant, je peux pas en vivre, quoi. Donc, c'est vrai que, ouais, c'est chiant, excusez-moi pour le terme. Votre langage est direct. Vous avez quel âge, Jérémy ? Moi, j'ai 26 ans. D'accord. Bon, vous êtes encore jeune, il y a encore plein d'espoir. C'est ce que me disent mes parents. Qu'est-ce que vous faites alors dans ce travail administratif ? Qu'est-ce que vous faites de toute la journée ? C'est quoi ? C'est du classement ? C'est des choses comme ça ? Exactement, je dois apporter des papiers à notre supérieur, c'est du classement, c'est des recherches sur des personnes du coin. En même temps, je fais un peu d'aide aussi pour un petit journal du village qui est édité par un ami. Donc moi, ça me permet de faire 2-3 autres choses en plus, mais c'est souvent la même chose, c'est très redondant et honnêtement, je ne vais pas vous en parler avec bonheur parce que voilà, je fais tout en automatique, je réfléchis plus et j'y vais vraiment comme une machine, quoi. D'accord. Et vous sentez que ça vous atteint psychologiquement peu à peu ? Ah, bien sûr. Oui, mes parents l'ont vu, ma copine le voit, même mes amis le voient. Enfin, je pense que tout le monde s'en est rendu compte. Qu'est-ce qui est visible justement ? Qu'est-ce que vous ressentez, vous ? Un manque, je dirais un vide. J'ai l'impression de ne pas avoir de but, d'avoir perdu l'envie de me bouger les fesses et de faire autre chose. Je m'enferme de plus en plus là-dedans, je sors de moins en moins et du coup, je reste vraiment chez moi avec ma copine. J'erre plus que je ne vis finalement et voilà quoi, j'attends comme si quelque chose allait arriver alors que je sais très bien qu'il y a rien qui arrivera pour moi si je fais rien, mais j'ai plus vraiment l'envie non plus de chercher quelque chose, quoi.
D'accord. Au début, vous avez cherché, vous n'avez pas trouvé, petit à petit. Finalement, il y a une forme de lassitude qui s'est installée. Complètement. Franchement, pendant un an, j'étais à fond et j'allais au travail avec des sourires parce que je savais que c'était alimentaire et je me disais, je vais trouver. Et là, je me rends compte. Je sais pas si c'est définitif, mais j'ai vraiment l'impression qu'en tout cas, dans ma région, là, voilà, quoi, ça va être compliqué pour trouver quelque chose. Et vous avez pensé à changer de région ? Ma copine, elle a son travail, elle est infirmière. Donc, je ne me vois pas bouger et l'obliger à partir avec moi. Elle vient de finir ses diplômes en plus, donc elle est bien, elle aime bien ses collègues. Mais je ne vais pas la forcer à faire ça pour moi. Et vous, à part, puisque vous êtes un manuel finalement, hein, oui, donc donc quand on aime la menuiserie, on aime travailler le bois, on est un manuel. Il n'y a pas un autre métier manuel dans la région, une formation que vous pourriez faire qui serait subventionnée et qui vous permettrait de changer ? Je me suis renseigné pour les formations, mais il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux. Mais comme je vous l'ai dit, là, en ce moment, j'ai regardé là en début d'année, en septembre de cette année, j'avais regardé sans me gratter la tête parce que je suis démotivé dans tout ce que je fais actuellement. Du coup, oui, si, je pense qu'il y a des choses, mais je sais pas, c'est pas ce que je veux. Enfin, moi, j'étais vraiment parti. Oui, vous étiez parti pour travailler le bois et pour être menuisier, c'est ça ? Ouais, et en plus, j'avais, comme je vous ai dit, moi, j'étais vraiment la solution toute faite. Je pensais que c'était tracé parce que je travaillais avec une personne qui avait 65 ans à l'époque et du coup, lui, il comptait vraiment lâcher et il était heureux de trouver un jeune qui était motivé et qui avait la même passion pour reprendre sa petite boutique et son petit magasin et du coup, honnêtement, c'est depuis cet épisode que, je me sens mou, plus l'envie. Et vous travaillez pas le bois juste pour vous, même en loisir, vous travaillez plus ? Si, je le fais. J'ai mes parents avaient un petit atelier derrière chez eux, et du coup, je vais chez eux après le travail pour bosser un peu, justement. Ouais. Et moi, j'ai du matériel. J'ai pas du gros matériel, mais j'ai de quoi, entre guillemets, m'amuser. Je peux faire mes propres chaises, mes propres tables. Je mets des petits objets décoratifs pour ma nana. Heureusement qu'il y a ça encore, parce que sinon, non, honnêtement, si je touchais encore plus de bois du tout, là, je sais pas où j'en serais. Ouais. On sent vraiment que c'est une passion chez vous. Je suis tombé dedans petit, entre guillemets. Je sais que la personne qui voulait me prendre en stage, j'allais souvent dans sa boutique quand j'étais gamin aussi déjà. Donc, ça m'a pris tôt et j'ai eu la chance de tomber sur des formateurs passionnés aussi, donc ils m'ont transmis ça. Et je pense avoir la chance d'avoir une passion, mais heureusement, je peux pas la mettre en pratique et je peux pas en vivre. Alors, je commence à me demander s'il faut pas que je change totalement de branche pour justement continuer dans l'administratif et essayer de faire des choses là-dedans, parce qu'apparemment je travaille bien, même si moi je sais pas vraiment ce que je fais. Mais vous avez réussi à vous faire des amis parmi vos collègues quand vous allez au travail ou pas ? Ils sont un peu plus âgés que moi, donc c'est plutôt compliqué. D'accord. Oui, donc c'est pas un environnement non plus qui vous convient en termes d'âge, on va dire, de copinage, c'est ça ? Non, ça c'est sûr. Non, pas du tout même. Mais du coup, je gère aussi une partie de l'accueil, mais c'est vraiment un petit village. Du coup, les personnes sont plutôt âgées et ça va, j'ai un bon relationnel, mais bon, après, voilà quoi. Oui, donc vous êtes vraiment dans une situation finalement professionnelle qui n'est pas du tout adaptée pour vous. Vous n'êtes pas dans l'environnement dans lequel vous devriez être, tout simplement. Donc j'invite aussi les auditeurs qui auraient été dans cette situation déjà, qui auraient connu ce type d'impasse, à nous joindre aussi au 3921 pour pouvoir communiquer avec vous, bien sûr. Moi, je suis dans l'Indre-et-Loire, dans le 37, donc si jamais ils veulent... Si jamais ils veulent vous donner des pistes ou communiquer avec vous. Exactement. Ce serait sur la libre antenne, ça serait agréable. Il y a des SMS, il y a beaucoup de SMS qui arrivent pour vous, Jérémy. Faire des jouets en bois et faire les marchés, les festivals, nous dit Bernard. C'est-à-dire finalement commencer une petite activité qui serait la vôtre. Non, en auto-entreprise, mais c'est dur le travail d'une pièce est déjà très long. Moi, je sais que les petits objets décoratifs que je fais, ça peut paraître stupide parce qu'ils sont vraiment pas grands. Ça fait maximum 15 cm, mais ça prend du temps à sculpter. Et je suis quelqu'un qui prend son temps, qui est appliqué. Et du coup, pour monter une petite pièce en bois comme ça, il me faut minimum 2 semaines et demie, en plus du boulot, du coup, parce que c'est vraiment quelque chose que je fais en plus. Et moi, si j'arrête, je peux pas vivre juste de ça. Ça me prendrait du temps. Il faudrait que je me fasse un stock. Enfin, c'est... J'y avais pensé et mon père m'avait motivé dans ce sens-là. J'ai l'impression de pas avoir le temps pour tout faire de front. Et en plus, le week-end, honnêtement, quand je suis chez moi, je travaille un peu le bois et puis le reste du temps, je reste chez moi à jouer à la console. Donc,
j'ai pas vraiment la foi de... Bon, en même temps, votre copine, elle travaille puisqu'elle est infirmière. Ouais, elle travaille. Donc vous n'êtes pas sans ressources non plus. Non. Bon. Non, mais elle a un revenu d'infirmière qui vient de débuter, c'est pas énorme. C'est bien, hein, mais c'est pas énorme. Je sais que si moi j'arrêtais comme ça du jour au lendemain, les fins de mois deviendraient très compliquées et je me vois pas lui dire écoute, moi j'arrête tout et je vis ma passion, je vais sur les marchés. Si jamais on est financièrement dedans dans 3 mois, 4 mois, je m'en voudrais trop. Oui, bien évidemment. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait en effet peut-être pouvoir mener un peu les deux de front, gentiment, mais en ouvrant quand même cette possibilité. Avec un projet plus concret peut-être dans la réalisation. Oui, avec un projet plus concret dans ce que vous aimez faire. Alors on va avoir dans quelques instants le journal de la nuit, mais si vous voulez rester avec nous, Jérémy, pour pouvoir réagir aussi aux SMS des auditeurs qui arrivent et puis aussi aux appels éventuellement. D'accord. Donc vous restez avec nous, on va essayer de trouver une solution pour vous en tout cas. D'accord. En tout cas des pistes de réflexion plutôt qu'une solution. Merci. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sabrina Philippe. Et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. C'est votre émission, La Libre Antenne sur Europe 1. Nous attendons vos appels au 39 21 et puis bien sûr vos réactions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Nous étions avec Jérémy juste avant ce journal de la nuit qui nous expliquait qu'il avait dû accepter un emploi de fonctionnaire dans une mairie, mais que sa passion c'était le travail du bois, qu'il était menuisier et qu'il n'arrivait pas à trouver de travail, et que finalement petit à petit il s'ennuyait, il perdait espoir, il perdait confiance. Jérémy, vous êtes toujours avec nous ? Toujours là. Bon, il y a beaucoup de SMS, beaucoup de réactions pour vous, Jérémy. Alors, on vous suggère de chercher du travail hors région et puis que votre chérie, votre infirmière vous rejoindra. Voilà, parce qu'elle n'aura aucune difficulté à trouver du travail. On sait à quel point les infirmières, c'est vrai, sont demandées. Un autre SMS aussi qui dit « Courage, doucement, vous pouvez faire un stock, les foires, le week-end, prendre des commandes et puis dès que ça décolle un peu, vous pourrez quitter votre travail. » Ça pourrait être aussi une solution. Donc d'y aller doucement, de reprendre peu à peu confiance dans ce que vous faites, dans ce que vous avez envie de faire. Voilà. C'est vrai. C'est vrai, non, c'est des bonnes solutions. Mais ouais, c'est vrai, je vous cache pas là ce soir, pour le coup, c'est un appel de désespoir. Donc toutes les solutions, je pense que j'attendrai de pouvoir réécouter l'émission pour vraiment vous répondre. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de possibilités qui s'ouvrent. Après, j'en suis à Pont, j'ai l'impression d'avoir tenté pas mal de choses, pas les marchés pour le coup, mais... Alors il y a les marchés, il y a la vente sur Internet aussi aujourd'hui qui se fait beaucoup. Vous avez des plateformes pour les artisans qui peuvent être très prisées pour certains. Où vraiment les meubles partent très très vite. Donc il y a des solutions aussi comme ça en auto-entrepreneur pour commencer. Et puis à partir du moment où vous avez suffisamment de commandes, eh ben vous pourrez lâcher votre travail. Ou éventuellement peut-être qu'ils vous proposeront, je ne sais pas si c'est possible dans votre domaine là où vous êtes, mais un mi-temps aussi. Mi-temps, ils m'en avaient parlé, mais vu que le financier est quand même assez important et qu'on est au début de notre vie et qu'on voudrait bien avoir un bébé, voilà, pour être rentré dans le détail. Nous, on pense plus à la sécurité en ce moment qu'à des projets de farfelus, on va dire. C'est plus ma mère qui dit ça, bref. Et du coup, on préfère rester dans le concret. Et le concret actuellement, c'est ça. Et moi, je lui fais part de mes doutes, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'elle sait que moi, j'aime pas mon travail, elle s'en rend compte, elle le voit. Mais je pense qu'elle réalise pas à quel point je suis blasé par tout ça, quoi. Oui, parce qu'elle c'est certainement aussi une passion. On ne devient pas infirmière si c'est pas une passion. Ah non,
elle est là. Je l'ai aidée pendant ses examens. Non, elle, c'est vraiment une passion. Elle adore ça. En plus, elle est dans un service qu'elle adore. Donc, pour elle, tout va bien. Et elle a des gros horaires de travail aussi. On est souvent en décalé. Donc, quand on se croise, elle est fatiguée. J'ai pas envie de l'accabler avec mes trucs. Donc, Oui, en même temps, c'est important aussi de pouvoir lui communiquer votre désarroi, Jérémy, parce que bon, vous êtes un couple apparemment assez uni, vous voulez un enfant. ouais. Et c'est vrai que cette communication, elle est essentielle, surtout au début de la vie de couple, Non, de non. pouvoir se dire les choses aussi telles qu'elles sont. Mm. Parce que si vous commencez à mentir un peu sur votre état, ça peut être que nuisible pour votre couple, ça c'est sûr. Je me dis que c'est plus des mensonges par omission et que comme ça, elle est bien dans son truc et avec ses horaires, voilà, elle est concentrée dans ce qu'elle fait et j'ai pas envie de j'ai pas envie de, c'est pas ma psy, c'est ma nana et du coup j'ai pas envie que le soir elle s'occupe des gens toute la journée, donc si en plus elle doit s'occuper de moi en rentrant et passer une heure à m'écouter, j'ai peur de plus l'énerver qu'autre chose. Oui, alors c'est pas forcément sous cet angle-là qu'il faut voir les choses. Peut-être qu'elle ne prend pas conscience, elle, de la difficulté que vous avez d'aller au travail, de la façon dont ça vous mine, peu à peu, et du fait que vous ne vous épanouissez pas. Elle doit le voir un petit peu quand même. Elle le voit, oui, on en a déjà parlé, mais moi, je sais pas, je lui dis que ça ira, que de toute façon, j'ai bientôt trouvé quelque chose. Elle pense que je cherche, alors que je vous avoue, ça fait presque un an, j'ai pas cherché grand-chose, parce que j'attends que ça me tombe dessus, parce que voilà, l'espoir est un peu en train de s'évaporer, et je suis plus en train de regarder justement les études dans l'administratif pour savoir si je m'oriente pas vers un truc où il y a du boulot, quoi. Oui, mais vous pouvez trouver dans la menuiserie. Vous parliez tout à l'heure d'avoir un enfant. Avant de penser à créer une famille, je pense que c'est important que vous soyez bien tous les deux, et pas que elle, tous les deux dans ce que vous faites. Parce que si vous êtes justement en début un peu de dépression, c'est pas idéal pour pouvoir accueillir un enfant. Ça, c'est vrai, j'avais pas vu ça comme ça. Moi, je me suis dit que justement, peut-être que le fait d'avoir un enfant me ferait du bien et réaxerait mes priorités. Après, Je pense pas qu'il faille voir les choses comme ça, Jérémy. D'accord. Hein ? Je crois que le fait d'avoir un enfant, il faut l'accueillir dans les meilleures conditions possibles. Alors évidemment, bien sûr, des conditions financières pour avoir ce qu'il faut pour pouvoir l'élever. Mais il y a aussi des conditions psychologiques et ça c'est important. Vous voyez ? Donc si vous êtes mal, forcément votre couple va s'en ressentir et avoir un enfant dans ce contexte, c'est pas formidable. Non. Même si à la fin vous avez votre paye, vous voyez ? Oui, vu comme ça, je l'avais pas vu comme ça. Parce que mes parents me disent souvent que le plus important c'est d'avoir de quoi l'éduquer. Donc moi j'ai été un peu élevé comme ça aussi. Et c'est vrai que c'est pour moi la priorité. Après, c'est vrai que si je suis pas bien, ça vaudra. Ouais. Oui. Donc vos parents ont raison, hein, bien sûr. Il faut une sécurité, bien sûr, pour avoir un enfant idéalement. Mais cette sécurité, il faut l'avoir aussi sur un plan psychologique. C'est vrai. Donc, je crois il faut d'abord vous occuper de vous, et puis après, vous penserez à cette famille. Et c'est en ça, peut-être, qu'il faudrait communiquer avec votre copine. J'essaierai de lui en parler sans pour autant non plus l'inquiéter, parce que chaque discours que je peux avoir, moi, si je m'écoute moi-même, j'ai juste envie de tout lâcher et d'essayer de travailler dans le bois, mais après, dans mon établi, tout seul, pendant 16 heures sur 24, moi je peux faire, il n'y a pas de problème, c'est ma passion, mais je comprendrais qu'elle, ça l'inquiète aussi, de se dire, il n'a pas de boulot, est-ce que ça va marcher pour lui C'est pour ça qu'il faudrait y aller doucement. Commencer à mettre des choses en place. Alors, il y a d'autres SMS qui viennent. Colette, déjà, vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Et elle vous dit, il y a du travail sur les chantiers de Saint-Nazaire comme menuisier pour construire des bateaux. Il y a un grand hôpital, une polyclinique à Saint-Nazaire. Colette doit certainement habiter Saint-Nazaire. Je pense. Mais bon, on a bien compris peut-être que vous souhaitiez pas vous éloigner non plus de vos parents et de votre famille, c'est ça ? Je suis bien, j'ai grandi tout le temps, j'ai grandi toute ma vie là et j'ai réussi à construire ma vie là, proche des gens que j'aime, donc ce serait une concession de partir. Après, si c'est quelque chose qui me fait du bien sur le long terme, faut que j'y réfléchisse, mais moi l'idéal, comme je vous dis, depuis que j'ai perdu cette opportunité de reprendre la petite boutique, moi c'est là que ça a commencé à descendre et partir, mais tout ce qui va après m'inquiète aussi. Moi je suis jamais parti très loin, donc
Il y a une autre suggestion. Il y a beaucoup de SMS qui arrivent. Hein. Bernard vous dit à 26 ans, tu peux soulever la terre. Vas-y, mon gars. C'est sympathique comme message. Ouais. Un autre qui dit pourquoi ne pas donner des cours d'initiation à la menuiserie. C'est vrai, mais c'est vrai. Vous voyez, il y a quand même pas mal de solutions qui sont apportées par les auditeurs. Préparez-vous dès à présent pour les marchés de Noël. Nous dit un autre SMS. Donc, de pouvoir aussi peut-être passer une annonce. Est-ce que vous avez pensé à passer une annonce éventuellement? Moi, je regarde des annonces, mais j'en passe pas. Je les feuillette, je les regarde très souvent. Mais très souvent pour ce qui est à regarder, voilà. Mais je les regarde et dès que j'ai quelque chose qui correspond, moi je fonce et j'envoie quelque chose. Mais après, ça bouge pas, donc petite perte de motivation, quoi. Mais c'est plein de bonnes idées, hein. Faut vraiment que j'y réfléchisse. C'est là, je l'appelle, il est tard. C'est compliqué pour moi de me dire que ça va rebondir d'un coup comme ça en me sortant les mains de mes poches, parce que j'ai pas l'impression de les avoir dans les poches et de rien faire. Mais oui. Je tourne en rond. Mais j'entends bien que vous tournez en rond. J'entends bien. C'est pour ça que peut-être quand même. Alors, si vous parlez à votre ami et que vous lui expliquez vraiment que finalement c'est pesant pour vous et que vous vous mettez à mi-temps pour pouvoir faire autre chose à côté, parce que j'ai bien compris que finalement ces journées de travail, quand vous en sortez, c'est compliqué pour vous de faire, d'aller travailler le bois après. Vous le faites un peu le week-end, mais finalement plus tant que ça. Le week-end un peu moins, mais après le boulot aussi j'essaye, parce que je sais que si je rentre au travail directement après, et j'ai la chance de finir assez tôt, je finis à 16h, donc c'est pas des horaires trop contraignants, 9h du matin, 16h, mais il faut que j'y aille. Si je travaille pas le bois avant de rentrer chez moi, c'est sûr que je vais être de mauvaise humeur et c'est son engueulade à plein nez, parce que je vais être ronchon sur quelque chose et elle va être fatiguée, donc si je fais une remarque aussi, ça peut partir. On s'embrouille pas souvent, mais c'est parce qu'on préfère les éviter aussi, mais du coup, non, ça, oui, tous les soirs, par contre, en rentrant, je travaille un peu, au moins 1 heure, parce que sinon, je sens que j'explose, quoi. D'accord. Bon, donc, l'idée, ça serait peut-être de parler, en tout cas, avec elle, de lui dire que c'est pesant, peut-être d'envisager quand même un mi-temps pour pouvoir commencer votre activité. Se mettre en tant qu'auto-entrepreneur, c'est simple aujourd'hui, les démarches sont très facilitées. Je dirais, vous pouvez le faire sur Internet. Je me suis pas renseigné pour ça. Et puis commencer votre petite activité. Vous savez qu'en tant qu'auto-entrepreneur, vous n'allez payer des charges que sur ce que vous allez vendre. Hein. Donc ça peut être une solution. Et de vous remettre, à faire vraiment ce que vous aimez. Ça paraît primordial. Bah oui, là, à vous écouter, ça paraît vraiment primordial. En tout cas, pas forcément en court terme, mais si à moyen terme. Là, je sais que moi, cet été, on va pas beaucoup travailler et ils m'ont demandé si je serais là en septembre et j'ai dit oui parce que j'ai même pas réfléchi. Pour moi, c'est évident, donc. Est-ce que vous pouvez avoir quelques petites aides financières De mon côté, je pense que mes parents seraient d'accord pour me prêter de l'argent. En tout cas, mon père, lui, il aime bien ce que je fais et je leur offre plein de choses aussi en bois. J'ai fait la table j'ai fait une petite table en bois aussi pour leur terrasse. Donc oui, ils savent que c'est ma passion et je suis sûr qu'ils seraient prêts à m'aider, ça, mais j'ose pas trop leur demander d'argent. Je suis indépendant depuis un petit moment. Je me suis payé mon matériel moi-même parce que je voulais avoir mon propre matériel et pas dépendre de quelqu'un. Mais oui, ils m'aideraient, ça c'est sûr. Mon père m'a déjà proposé, mais moi, j'aime pas vraiment devoir de l'argent à mes parents. Ils m'ont déjà tout payé quand j'étais gamin, donc j'essaie de partir tout seul, dans un main grand, mais oui, ils seraient d'accord, ça c'est sûr. S'ils sont d'accord, peut-être qu'ils vous tendent une main, vous pourrez les rembourser plus tard. Si votre activité, elle démarre bien, si vous vendez, vous pourrez peut-être aussi les rembourser ultérieurement. C'est vrai. Les parents aussi, c'est fait pour ça, quand ils en ont la possibilité d'aider leurs enfants. Non, en plus, je suis fils unique, donc oui, ils l'ont. Ils m'ont déjà dit, donc. Mais ça va être un pas à faire parce que je suis pas trop habitué à faire ça, mais je sais que si ça devient nécessaire, ils seront là, donc c'est une possibilité, c'est sûr. Vous avez cette possibilité, vous avez la possibilité aussi d'avoir une rupture conventionnelle qui vous permettra d'avoir quand même une aide, même si vous vous mettez en auto-entrepreneur, des aides d'allocation chômage pour pouvoir démarrer votre activité sans être complètement démuni, sans avoir plus rien du jour au lendemain. Mais ça va pas durer des milliers, des cents, tout ça. Donc après, il faudra que ça monte vite, que,
je pas très bien sous la pression, donc moi j'aime bien travailler à mon rythme, faire ce que j'aime. Je fais des choses qui sont pas super conventionnelles. Je suis jeune, quand je vois des choses que je fais, je me rends compte que c'est un peu différent que ce que peuvent proposer les menuisiers classiques. Donc en tout cas, il y a aussi un peu de sculpture. Donc ouais, c'est sûr, ça m'inquiète de partir tout seul, de me lancer là-dedans, parce que si jamais ça plaît pas après et que j'arrive pas à vendre, je vais retourner trouver un travail alimentaire. Et je suis un peu pessimiste sur le. Oui, j'entends votre pessimisme, parce qu'en même temps, si vous qui ne tente rien n'a rien, comme dit le proverbe. C'est vrai. Donc, si vous ne le faites pas là à 26 ans, vous n'allez pas forcément le faire à 50, quoi qu'on peut à 50. Oui. D'accord. Mais à 26, on peut encore plus. C'est vrai. Vous n'êtes pas charge de famille pour l'instant, vous n'avez pas d'enfant, donc s'il y a un moment pour le tenter, c'est bien maintenant. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors, encore d'autres SMS qui arrivent. Bon, vous écouterez peut-être tout ça en podcast aussi. Pourquoi ne pas contacter des architectes pour travailler des espaces ou meubles en bois sur mesure? Ouais. Ce qui se fait aussi. Oui. Voilà, de proposer aussi vos services pour des meubles en bois sur mesure. Beaucoup de personnes en ont besoin. Je fais des meubles pour des voisins, j'en ai déjà fait, mais je fais pas payer ça très cher parce que c'est pas des grosses œuvres, et c'est pas des demandes très compliquées, donc je me fais 50 € par là, 60 € par là. Mais après, de là à en vivre, il y a une marge, quoi. Il y a, par rapport à mon salaire actuel. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait diversifier vos activités. Faire de la vente sur Internet, proposer vos services, passer une petite annonce, faire aussi du voisinage. Dans le voisinage, ils savent tous que je le fais et ils n'hésitent pas à me demander quand il faut, et ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors peut-être Mais c'est un petit village, donc. Augmenter. Oui, il y a des villages environnants, donc voilà, d'élargir aussi. Là, quand on a une activité un peu plus commerciale, il faut savoir élargir son périmètre. Oui, c'est vrai. C'est des choses auxquelles je pense pas. Moi, je fais plus ça en me disant, c'est cool, on me demande de faire ça. Moi, je le fais. Ça me permet de m'amuser aussi sur un nouveau projet, donc c'est cool. Après, j'imaginais pas, vendre tout ça. Moi, je l'imagine pas. Je fais plus à la demande pour l'instant parce que les petits projets que j'ai perso, je les garde pour moi et c'est dans ma maison à moi, ou c'est des choses pour mes parents ou pour ma famille. Donc. On va faire une petite pause musicale. Jérémy, vous restez avec nous? Il y a beaucoup de réactions pour vous. Et puis n'hésitez pas à nous appeler au 39 21 si vous voulez aussi interagir avec Jérémy ou nous parler de votre expérience. Peut-être que vous avez été dans le même cas, justement, d'accepter un travail qui ne vous correspondait pas et puis de vous lancer dans votre passion. À tout de suite. Europe 1. Sabrina Philippe. Et nous attendons vos appels au 39 21, vos réactions évidemment, et puis par SMS au 7 39 21. En commençant vos messages par le mot nuit et des SMS, il y en a beaucoup pour Jérémy. Vous êtes toujours avec nous, Jérémy ? Toujours. Excusez-moi si le son est mauvais, je suis parti fumer une clope à l'extérieur. D'accord. Vous ne fumez pas devant votre chérie infirmière qui doit peut-être vous le reprocher, c'est ça ? Elle dort. Elle dort, elle a travaillé jusqu'à... elle dort. Elle a travaillé jusqu'à 19h, elle avait commencé tôt, et avec une petite pause entre les deux, donc bref, elle est couchée depuis un moment. Bon. Vous nous expliquiez, Jérémy, que voilà, vous aviez dû accepter un travail dans l'administration parce que vous n'aviez pas réussi à trouver justement un travail dans votre passion, qui est la menuiserie, le travail du bois, et que peu à peu, finalement, par lassitude, vous perdiez de l'énergie et puis vos rêves aussi surtout. J'ai l'impression d'avoir fait le mauvais choix parce que finalement je peux pas en vivre, donc à quoi bon vouloir continuer à percer dans un truc qui ne pourra pas vivre, pour l'instant qui ne le fait pas et qui m'oblige à faire après les sacrifices je suis prêt à en faire, mais je sais plus vraiment où mettre le curseur des sacrifices, quoi. C'est-à-dire le curseur des sacrifices? J'ai l'impression d'en faire beaucoup en restant depuis 3 ans dans le même boulot et essayer pourtant de continuer à le faire. Moi, je fais mes trucs de mon côté, mais j'ai envoyé un nombre de CV incroyable, j'ai rencontré des gens, il y a eu des mains serrées et rien derrière, donc j'ai l'impression que ça veut pas, quoi. Et comment vous l'analysez, ça, qu'il n'y a rien eu derrière?
moi, j'ai l'impression que ça se passe bien. Les gens ils disent qu'ils vont me rappeler, donc je suis plutôt serein à chaque fois. Et même sur certaines, il y a quelqu'un qui était venu me voir parce qu'il par bouche-oreille, il avait entendu, il voulait que je lui fasse 2-3 tables. Et du coup, c'était une grosse commande. Et moi, j'avais commencé à me renseigner, je lui en avais parlé, j'avais commencé à travailler de mon côté. Et puis d'un coup, il avait arrêté. Enfin, j'ai l'impression que c'est une succession de choses comme ça, de petits espoirs, et à chaque fois derrière la petite claque, quoi. Alors, il y a des SMS qui arrivent. Bon, pourquoi ne pas donner la région où vit ce jeune menuisier? On l'a dit, hein, vous êtes en Indre-et-Loire, c'est ça, hein? Exactement. D'accord. Donc, si jamais, en effet, un artisan était intéressé par vos services en Indre-et-Loire, ça pourrait être aussi une solution par cette libre antenne. On est là aussi pour ça, pour pouvoir mettre les gens en relation. Prendre conseil également à la Chambre des métiers, où ils offrent également des formations supplémentaires. Donc ça pourrait être aussi une solution. C'est vrai, travailler dans la mairie, j'en ai entendu parler, mais je me suis pas vraiment renseigné. D'accord. Vous vous êtes laissé glisser, hein, Jérémy, on a l'impression. Totalement. J'ai pris du poids. Ma nana m'en a parlé aussi, elle l'a vu, elle s'en est rendue compte, mais ça va, à 26 ans, la brioche, c'est mignon, comme elle dit, mais enfin, ouais, je sens, même moi, quand il faut sortir, aller en soirée, voilà, je me pose la question, alors qu'avant, je sortais directement sans trop me poser la question. Là, maintenant, presque tout devient un effort, quoi. Alors, ce qui est un petit peu étonnant, c'est que voilà, il y a plein de solutions, hein, ce soir qui vous sont un petit peu proposées. Alors, faut les explorer. Bien sûr, ce sont des pistes, hein, uniquement, mais il faut évidemment les explorer. Mais on a l'impression aussi que finalement, à partir du moment où ce monsieur n'a pas donné suite pour que vous repreniez son affaire, ça vous a, comment dire, coupé les pattes, quoi. Que finalement, à partir totalement. de là, vous n'avez pas forcément rebondi. Totalement. Enfin, moi, j'avais fait mon alternance avec lui pendant 2 ans et c'était sûr. Enfin, c'était pas quelque chose qu'il me disait comme ça dans le vent. C'était sûr. Il me l'a dit dans les yeux et le fait qu'il doit fermer la boutique avant que moi je termine de pouvoir tout reprendre. Ouais, c'est comme si j'avais un plan de carrière qui était établi et tout lisse et c'était tranquille, j'y allais et puis finalement on me dit non, il va falloir se remettre les mains dans le cambouis et puis y aller et trouver quelque chose, quoi. Alors que là c'était fait, enfin j'avais l'impression de les avoir fait ces efforts-là pour démarrer de la bonne manière et pouvoir justement, moi je connaissais ses clients, je connaissais tout, honnêtement je me suis même pas posé la question de savoir ce que je ferais pendant mes études parce que j'étais sûr que j'allais reprendre ce petit magasin, quoi. Donc ouais, couper les ailes, c'est couper les pattes, vous avez dit, c'est petit. Honnêtement, comme à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien. Même encore, je le sens. Enfin, je suis énervé par rapport à ça parce que j'ai du mal depuis 3 ans, je devrais pas être là dans cette situation, en fait. Je devrais pas du tout me retrouver là, comme ça, travailler dans une mairie et tout. Enfin, je devrais pas être comme ça. Pour moi, c'était sûr que c'était tracé et c'était bon, quoi. Mais justement, peut-être que votre vie, elle a souvent été tracée, parce que là, on sent que vous n'étiez pas préparé à un événement soudain, comme ça. Je considère ça comme un échec, hein, on peut appeler ça comme ça. Enfin, c'est pas dépendant de ma volonté. Après, c'est pas un échec personnel, mais moi, je le ressens comme ça, parce que ça devait se faire et ça s'est pas fait. Et derrière, moi, j'avais rien préparé autour, au cas où ça ne marchait pas, parce que c'était évident que ça marcherait. Donc, ouais, je me retrouvais un peu au pied du mur, à devoir trouver un taf alimentaire en me disant que ça n'allait pas durer longtemps parce que je trouvais rapidement autre chose. Et au bout d'1 an et demi de recherche, et je parle vraiment d'1 an et demi de grosse recherche, c'est pas de recherche, je regardais un peu et je voyais rien. Je les envoyais partout, j'allais voir des gens, je me déplaçais. Et ouais, il y a de la colère, il y a du dégoût, il y a de la tristesse, il y a plein de choses. Et du coup, là, depuis 1 an et demi, je me laisse un peu plus aller. Et non, j'étais pas préparé, ça c'est sûr. Parce que on vit dans une société, Jérémy, où des ruptures comme ça dans la vie, il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'on n'a plus des vies linéaires, de moins en moins, hein, où on a en effet un seul travail ou même un seul poste. Hein. Donc j'entends bien la difficulté que vous avez eue à retrouver un travail. Mais c'est vrai qu'on est dans une société où maintenant il va falloir créer aussi parfois. Créer de l'emploi par une activité d'auto-entrepreneur quand on n'en trouve pas. Ça demande évidemment des petites prises de risques, mais ça vaut le coup.
Ça vaut le coup, surtout si c'est une passion. Hein? Moi, c'est sûr, j'ai envie et des risques, je pense que je suis prêt à en prendre. En tout cas, là, ce soir, non, mais ça s'entend peut-être pas. Mais ouais, je suis sûr, je suis prêt à en prendre. Et je suis prêt à aller voir toutes les solutions proposées ce soir. D'accord, c'est déjà une bonne chose. Oui, c'est sûr. Non, mais l'envie de faire ça, elle est toujours là. Et c'est sûr, je serai pas dans la mairie encore dans 3 ans, c'est sûr. Mais perte d'envie. Alors je sais, je suis jeune, ça va paraître bizarre. Et quand j'écoute l'émission, j'entends plein de témoignages de personnes qui sont plus âgées que moi et qui ont peut-être plus d'énergie, en tout cas qui en dégagent plus. Mais je sais pas. Cette énergie, vous l'avez eue pour chercher du travail, pour vous lancer dans votre passion. Ça, je l'ai eu. Donc elle est toujours là, elle est juste endormie. Ouais, endormie, sans doute. Ouais, je pense qu'elle est endormie. Il y a... Vous savez, quand on commence ce genre d'études, on me dit toujours, c'est du travail manuel, il y a forcément du boulot au bout. Alors moi, je me dis, quelque chose, il y a toujours du boulot. Et en plus, que moi, j'adore, ça va être tranquille, quoi. Et finalement, je me rends compte que c'est pas facile. Et je sais que j'ai fait des efforts et des investissements pour m'entraîner, pour réussir, pour vivre de ce que je veux faire. Et ouais, là, en fait, de me dire, il faut que je refasse des efforts. Encore, punaise. Ah oui, mais des efforts, faut en faire toute la vie, Jérémy. Il n'y a pas de... Ouais. Ça, c'est important quand même de l'avoir comme ça, la vie. Vous voyez, on peut pas... On est obligé de faire des efforts toute sa vie. On change, on se reforme. En tout cas, moi, je l'ai fait, même tardivement. Je me suis encore reformée à d'autres techniques. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des efforts, il faut en fournir de toute façon. Dans votre passion. Quand c'est votre passion. Donc, justement, là, on parle bien de votre passion, à vous. Bien sûr. Bah oui, totalement. Mais je suis prêt à faire honnêtement, je pense que je suis prêt à faire plein de choses. C'est juste que c'est... je sais pas, comme si j'avais l'impression que quoi que je fasse, de toute façon, là, ça allait capoter. Oui, là, je reste sur 5 ou 6 échecs, quoi. Donc, certes, ça va paraître très peu pour certains, mais... Oui, c'est peu. C'est peu. Et puis, vous voyez, il y a plein de solutions là qui ont été données, en tout cas de pistes qui ont été données ce soir que vous n'avez pas encore exploitées. C'est vrai. Donc c'est bien la preuve qu'il y a encore beaucoup de choses à tenter avant de jeter l'éponge. Ah bien sûr. Je la jetterai pas de toute façon. Mais ouais, c'est sûr, il y a plein de solutions. Moi, je vous avoue, là, l'appel de ce soir, elle était... Quoi que vous fassiez, ça serait dur d'arracher un allez, je vais y aller, je vais foncer, je vais tout défoncer. Je vous l'annonce maintenant, mais faudrait que je réécoute l'émission et que je me renseigne sur chaque piste parce que je vais les aborder sérieusement. Mais ça, c'est déjà une bonne chose. Oui, non, j'ai pas appelé non plus pour me plaindre et pour après raccrocher et partir jouer à la PlayStation. Mais non, je vais regarder tout ça et c'est gentil, toutes les solutions qui sont arrivées, tous les SMS. Merci vraiment aux gens, quoi. Voilà, mais l'humeur du moment n'est pas là, quoi. Oui. Bon, l'idée là, et puis tous les messages vont dans ce sens aussi, c'est de vous reprendre parce que vous avez un beau métier au bout des doigts et en tentant quelques petites solutions qui ont été proposées, je pense que vous allez pouvoir l'exercer, ce métier, le réexercer. Et en tout cas, pas vous endormir dans ce que vous faites là et qui ne vous correspond pas. Et puis, je crois aussi de pouvoir en parler beaucoup plus sérieusement avec votre copine. D'accord. Parce que elle doit sentir que ça va pas. Vous lui dites rien. Je crois pas que ça soit une bonne solution pour votre couple non plus. Parce que ça doit être pesant au bout d'un moment. Ouais, je lui dis, mais je minimise, mais ouais, j'hésite pas à lui en parler plus, c'est sûr. En plus, elle écoute, donc je sais qu'elle est là pour moi, ça, y a pas de problème. Donc il faut lui en parler. C'est important. Et beaucoup plus sérieusement. Voilà, beaucoup plus sérieusement. Sûr. Et peut-être que c'est elle qui vous dira, mais dans ce cas-là, quitte ton emploi, on va trouver une autre solution avec tes parents, tu vas te lancer. Et je pense qu'elle serait très heureuse peut-être de retrouver un Jérémy plus souriant, plus dynamique. Parce que aussi, elle doit avoir envie de retrouver ce Jérémy-là, vous croyez pas? Ouais, c'est sûr même. Oui, ça c'est sûr. Mais moi aussi, je me dis que j'ai besoin d'un petit coup de pied au cul, quoi. Il y a un autre Jérémy qui souhaitait nous parler. En réaction à votre témoignage, Jérémy. Alors, on a 2 Jérémy. Il va falloir Jérémy 1, Jérémy 2. Jérémy 2. Oui, bonsoir. Bonsoir, Jérémy. Jérémy 2.
Alors Jérémy 2, oui, tout à fait. Alors je voudrais simplement dire à Jérémy 1 qu'il ne faut pas hésiter de se lancer. J'ai un parcours un petit peu atypique. Je suis depuis tout petit musicien. J'ai toujours cru que j'allais être musicien. Mais avant de vivre de ma passion, j'ai dû faire des petits boulots. J'ai travaillé en grande surface la nuit. J'ai donné des cours, quelques petits cours pour commencer. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, j'ai constitué un réseau. Aujourd'hui j'ai 40 élèves. Je donne des cours à 40 élèves. J'ai 40 élèves par semaine. Je suis également, j'ai monté une société d'événementiel, donc tout ce qui est animation de soirées privées et autres. Mais voilà, tout bout à bout, ça fait que je vis de ma passion, la musique. D'accord. Vous avez quel âge, Jérémy 2? J'ai 36 ans et j'ai commencé en fait à partir de 28 ans, on va dire, à vivre de ma passion. D'accord. Et avant, vous faisiez quoi avant vos 28 ans? Avant, je faisais des petits boulots. Je travaillais à l'usine, je travaillais en grande surface. J'ai toujours travaillé mon instrument qui est la batterie. Et voilà, en fait, il faut foncer. En fait, il n'y a rien de plus terrible que de se lever le matin et de devoir travailler pour un patron qu'on n'aime pas. C'est le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de foncer, quoi. Sincèrement. Si je peux me permettre, comment je peux tutoyer Jérémy? Oui, vas-y. Comment tu as fait pour quand tu travailles dans les supermarchés, tout ça, comment tu as fait pour te dire ça va marcher, je vais y arriver? Je pense que la musique c'est comme moi ce que je fais, c'est plus des passions quasi à l'artisan, les artistes, ouais, tout ça. Sûr. Ouais. Et du coup, je me demande comment justement tu as gardé la foi, garder le. C'est ça, c'est la foi en fait. En fait, ça se transforme en religion. En fait, ta passion, c'est ta religion. Je vais pas aller à la messe, en rien, je crois, en ma passion, en mon travail. Aujourd'hui, j'achète une maison, j'ai 2 enfants, je les emmène à l'école, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai une voiture, je vis absolument normalement, voire peut-être même mieux, puisque je fais ce que j'aime. C'est vrai. Donc voilà, il faut vraiment croire en ses rêves et foncer. Et puis voilà, mes parents m'ont donné un petit coup de pouce aussi au départ pour commencer, parce que c'est vrai que acheter du matériel, tout ça, c'est pas forcément donné. Et puis ils m'ont donné un petit coup de pouce, et puis voilà, ils sont heureux de voir leur enfant épanoui, quoi. Donc voilà, Jérémy, vous entendez bien aussi qu'il n'a pas hésité à demander de l'aide à ses parents. Hein. Vous n'avez pas hésité à demander de l'aide à vos parents, Jérémy. Est-ce que vous avez des moments de découragement Alors moi, personnellement, non. C'est beaucoup, en fait, par rapport à d'autres personnes, en fait, des employeurs qui... je me souviens quand je travaillais dans une... On vous entend un petit peu mal, ça grésille un petit peu. Essayez de parler bien dans le combiné, parce qu'on a l'impression... Voilà. Oui, en fait, ça vient pas forcément de moi, mais plus de personnes qui m'entouraient, en fait, des employeurs. Quand je leur expliquais que j'étais musicien, bien souvent, ils me disaient « mais c'est pas un métier d'avenir ». Ils trouvaient facilement des choses pour me décourager, mais... Bon, sur le coup, c'est blessant, mais finalement, aujourd'hui, j'ai envie de dire que le gars, il est peut-être, lui, tout malheureux dans sa petite usine, et que moi, finalement, j'ai suivi mon chemin, j'ai suivi ma petite voix intérieure qui me disait d'y aller, et puis voilà, quoi. Il y a des moments où vous avez douté, Jérémy, quand même? Non, honnêtement, non. Non. En fait, c'est plus un côté financier qui pourrait freiner. Et oui, c'est ce que disait Jérémy, c'est que finalement, c'est le financier aussi qui l'a rattrapé dans ce travail. Le fait d'avoir un salaire tous les mois. C'est ça. Et puis le regard des autres. Bien souvent, quand on dit à des gens, je suis dans le milieu artistique, alors que vous êtes avec des banquiers ou, je sais pas, des docteurs, parce que ça peut arriver lors de soirées de rencontrer ces gens-là, ils vous prennent pas forcément toujours au sérieux, mais finalement, on s'en fout du regard de l'autre. Il y a un moment, il faut y aller pour soi. Et puis voilà, quoi. Je pense que c'est important. Et votre femme, oui, important. Alors ma femme, elle est carrément dans un autre domaine. Hein. Elle est conseillère commerciale. Oui. Donc rien à voir avec le monde de la musique. Mais voilà. Elle vous a soutenu dans vos projets? Oui, elle me soutient. Je vous dis, j'ai 2 petites filles, 2 enfants. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu particulier par moment. On ne voit pas forcément tout le temps ces enfants. Là, par exemple, vous voyez, je vous appelle, j'écoutais la radio, je reviens d'une prestation. Je suis parti ce matin. Vous revenez, alors on vous entend un petit peu mal, ça coupe un petit peu. Je reviens d'une prestation. D'une prestation, d'accord. Voilà. Donc hier, j'ai fait une prestation, aujourd'hui, j'ai fait une prestation, demain, je fais une autre prestation.
Donc vous travaillez tout le week-end, là? Ouais, je travaille tout le week-end, mais c'est pas un travail, quoi. C'est comme, j'imagine comme vous, Caroline, à la radio. Oui, moi c'est Sabrina, mais c'est pas grave. Sabrina, pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Autant pour moi. Mais, oui, vous avez raison. Oui, c'est pas un travail. C'est pas un travail. Si vous le faites, c'est que vous aimez ça, quoi. Ou sinon, vous restez chez vous, quoi. Évidemment. Mais justement, quand c'est une passion, c'est pas un travail. Et c'est pour ça que on encourageait, et ainsi que tous les auditeurs là qui ont appelé ou qui ont laissé des SMS. On encourageait Jérémy à surtout pas abdiquer et surtout pas continuer dans une carrière administrative où ça va devenir de pire en pire, même pour un salaire. Ouais, il faut pas subir sa vie. Hein. J'aimerais juste remercier Jérémy du coup parce que je pense que la musique c'est encore plus dur que ce que moi je fais honnêtement. Donc, oui, parce qu'il y a du monde, il y a vraiment du monde sur le marché, mais après ce qui fait la différence, c'est la niaque, l'envie. Je croise des musiciens tous les jours et puis je m'aperçois qu'il y en a certains qui ont la flemme de faire des prestations parce que c'est un petit peu plus loin que leur confort habituel, mais en fait il faut y aller, il faut tout prendre. Il n'y a pas de à partir du moment où c'est ton domaine, il faut y aller, il faut pas hésiter. Et puis après, oui, effectivement, avoir un site internet, avoir une vitrine, c'est important d'avoir une petite vitrine pour montrer ce qu'on fait. Et puis après, le bouche à oreille va faire que le réseau va se constituer. Et puis voilà. Et puis après, au début, tu vas peut-être pas gagner des 1000 et des 100, mais tu auras certainement de quoi subvenir à tes besoins plus que tu l'imagines. En tout cas, là, pour le coup, témoignage concret, ça me redonne un peu la niaque, j'avoue, parce que je me dis si la musique, on peut percer comme ça en ayant envie. Moi, l'envie, elle est là, quoi. Après, ça donne envie, c'est sûr. Mon objectif, c'était pas de devenir une star, hein. Je suis pas une star, mais disons que je travaille. Je fais 18 concerts à l'année, je fais des prestations, des séminaires d'entreprise, des mariages, je donne des cours, donc je transmets ma passion. Donc ça, c'est aussi quelque chose de sympa parce que la menuiserie, c'est peut-être fabriquer des meubles, mais ça peut aussi transmettre à d'autres personnes et tout ça, on peut gagner de l'argent avec tout ça, quoi. Oui, ça c'est important. D'ailleurs, il y a eu un SMS en ce sens, où vous pourriez aussi donner des cours de menuiserie. Je crois que c'est important aussi que vous entendiez, Jérémy, que vous voyez dans une activité comme celle-là, on peut avoir plusieurs clients différents, on peut faire des prestations différentes aussi, et que tout ça mis bout à bout, ça finit par faire un salaire correct. C'est ça que vous dites, Jérémy, hein? Ah, tout à fait, oui, c'est ça. Tout à fait, maintenant, il faut être polyvalent et se dire, bon, voilà, c'est ce que vous dites. Multicasquette, mais voilà, toujours en rapport avec ce qu'on aime. Voilà, demain, ça peut être, je sais pas moi, faire des lampes en bois, demain une table, faire des chaises, pourquoi pas retaper des chaises. Vous faites de la restauration un peu, Jérémy? Comment? Vous faites de la restauration, Jérémy? Beaucoup. Ouais, c'est la majeure partie des choses que je fais pour les gens de mon petit coin. Et je sais qu'à chaque fois, ils sont contents, donc je pense que je le fais bien. Et non, ça aussi, j'aime. Et puis, réparer et apporter une petite touche aussi, petite touche personnelle au matériel que je suis en train de toucher, parce que j'aime bien, quand je répare quelque chose, pouvoir apporter ma petite touche personnelle avec soit un petit dessin quelque part, souvent même, soit une petite fleuriture en plus. Ça j'aime bien, il n'y a pas de problème. Au contraire, mais je suis ouvert à tout sur le travail du bois, à part les gros chantiers, les grosses œuvres, là, ou charpenterie, où c'est pas du tout mon domaine, mais tout ce qui est meubles, ameublement. Oui, donc il y a vraiment un aspect créatif, comme bien sûr, ça me paraît important. L'autre Jérémy qui nous appelle, puisque il y a quelque chose finalement de l'ordre de la création, de l'artistique aussi dans ce que vous dites. C'est pour ça que je me retrouve beaucoup dans mon homonyme Jérémy, parce que honnêtement, moi je pense que la musique, c'est plus dur encore que ce que je veux faire. Donc c'est sûr que si lui il a gardé cette niaque pour ça, là je me dis qu'il faut absolument que je la garde pour ce que je veux faire, parce que des portes elles vont s'ouvrir et à moi de les forcer, mais c'est l'envie. Le bois, ça peut être multifacette, ça peut être de la restauration de vieilles choses. C'est tendance en plus maintenant. On se tourne vers le recyclage. On jette moins, on essaye de garder des choses, des fois des grands-parents, etc., de les remettre un petit peu au goût du jour. Donc il y a vraiment un créneau, une brèche là-dedans qu'il faut saisir, et puis il faut y aller. Clairement, je pense. Y aller tout doucement, et puis les contrats vont s'accumuler petit à petit. Et puis si vous allez frapper aux portes qui ont été suggérées aussi ce soir, ça vous donnera encore d'autres pistes, d'autres façons de travailler.
Donc, vous voyez, il y a beaucoup de possibilités, en tout cas. Je crois que c'est ça je m'étais un peu détaché de tout ça par perte d'ambition. Mais ça remet un petit coup de fouet, ça fait du bien. Surtout le témoignage de Jérémy, vraiment merci. Je pensais pas avoir ce genre de témoignage en appelant ce soir, mais merci beaucoup. Je me suis un peu retrouvé en fait dans le descriptif, du coup ça me paraissait primordial de transmettre mon vécu et mon expérience. Donc si ça peut t'aider, oui, c'est ce qui est formidable dans la libre antenne, hein, Jérémy, c'est justement que vous puissiez vous adresser aussi les uns aux autres lorsque vous avez des expériences similaires. Non, je pensais pas que recevoir un appel qui me ferait autant de bien, je vous le cache pas, mais ouais, c'est cool. Honnêtement, merci quoi. Vous avez 10 ans de différence finalement. Vous pouvez vous projeter dans 10 ans avec une entreprise qui marche et puis des enfants, c'est ça? Vous avez 2 enfants, Jérémy? Oui, c'est ça, tout à fait, 2 enfants. Qui ont quel âge? Alors Margot, elle va avoir 9 ans lundi, et puis Louise, 7 ans. D'accord. Moi, de préférence, une fille et un garçon, mais pourquoi pas les 2 enfants? En tout cas, je crois que c'est important de ne pas lâcher vos rêves avant de penser avoir des enfants. Je crois que c'est important que vos enfants aient aussi une vision d'un père qui vit aussi ses rêves, qui vit sa passion, qui fait quelque chose qui lui plaît, qui a le sourire le matin quand il se lève et quand il rentre le soir. Et pas quelqu'un qui est raplapla, voire un peu déprimé, et qui a une vision du monde du travail très restreinte comme vous l'aviez. C'est vrai. Vous êtes d'accord, Jérémy 2? Je suis tout à fait d'accord. Comme j'ai dit tout à l'heure, oui, je trouve qu'il n'y a rien de plus important que de se lever le matin et faire quelque chose qu'on aime. La bonne humeur se communique, et puis forcément, si nous on est bien dans ces pompes, on le transmet à notre famille, et puis on vit bien, on est bien dans ces pompes, et puis c'est important. Et vos enfants, vos filles, justement, elles sont contentes de voir leur papa faire de la musique comme ça? Oui, elles viennent de temps en temps quand je suis en prestation me voir en concert, et puis elles sont fières de leur papa? Elles sont fières, oui, elles sont fières. Elles viennent avec une petite pancarte. Elles font pas de musique, j'ai pas réussi à leur faire de la musique, mais bon, je ne force pas, elles font d'autres choses, de la danse et puis de la gym, donc chacun ses plaisirs. Mais elles me suivent, et puis tout le monde est content. Je me demandais, parce que Jérémy, il a 38 ans. 36. 36 ans, 10 ans de plus que vous, tout pile. Et du coup, la grande a 9 ans, et je me disais, mais du coup, il a dû avoir une période difficile quand il était avec sa copine, où elle a commencé, lui, quand il était justement, ils ont supermarché, est-ce qu'il était déjà avec, et comment ça marchait avec elle, du coup, c'était pas... Non, en fait, on n'est pas avec quelqu'un pour une situation professionnelle. On est avec quelqu'un par amour. Mais... Et puis, en fait, les choses se font naturellement. La transition, elle s'est faite petit à petit. Je donnais déjà quelques cours avant que ma fille naisse. Et puis après, il y a eu des opportunités qui se sont faites, qui se sont multipliées. Je donne des cours aussi en école, donc il y a eu une école qui a besoin d'un professeur, je suis tombé là au bon moment, et voilà, des heures en plus. Et petit à petit, j'ai laissé tomber en fait le travail de grande surface, pour faire que ça à temps plein. Oui, donc vous avez lâché ça petit à petit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Jérémy, de pouvoir... J'ai lâché ça à mi-temps. Oui. Par rapport en fait à beaucoup de CDD qui n'aboutissaient à rien. En fait, au bout d'un moment, on se dit c'est bon, je ne vais pas continuer à travailler pour être en CDD, quoi. Il y a un moment où si on veut avancer, il faut se prendre en main. On se dit là il faut que les choses bougent, et je me suis dit je vais monter ma société, et j'ai fait ça, j'ai pondu ça au mois de décembre. Au mois de février, je montais ma société, elle était en création, quoi. Et ça a été long pour justement accéder au fait d'avoir un salaire à peu près correct? Non, c'était variable, c'était fort variable au début. Parce que la musique, en fait, il y a des périodes d'activité, comme là, par exemple, c'est les grandes saisons, c'est les mariages, etc. L'hiver, c'est un petit peu plus compliqué, donc il y a un peu moins de prestations. Mais du coup, l'hiver, j'ai arrivé en fait à équilibrer, parce que comme je gagnais un peu plus en période d'été, je mettais de côté pour cette période-là. Et puis après, petit à petit, j'ai eu plus de demandes. Et là, ce lycée, en fait, maintenant, c'est quasiment lycée. Sur l'année, c'est toujours à peu près le même salaire. D'accord, donc petit à petit, justement, ça s'est régulé, c'est ça. Et puis, pour faire un salaire assez... Il faut être patient quand même. Assez constant. Il faut être patient, mais après, ça va vite, quoi. Je veux dire,
encore une fois, quand on croit dans ses rêves, on compte pas le temps, quoi. Bien sûr. Non, mais c'est comme moi à l'atelier, quand je me pose, je peux rester plus d'une heure sans même m'en rendre compte, voire 2, voire 3 parfois, quand je suis sur un projet qui me lance vraiment. Donc ça, je sais que je comprends tout à fait ce qu'il veut dire par là. Ah oui, il faut pas. Ouais, en fait, on compte. Là, je suis parti sur une prestation. Je suis rentré cette nuit à 1h du matin. Ce matin, à 11h, j'étais sur une nouvelle prestation. Je suis sur le retour, là, il est 1h du matin. Bientôt. Demain, je recommence à 16h. Je vais certainement rentrer. Voilà, on compte pas ses horaires, quoi. Ouais. Bah, c'est la chance qu'on a de travailler dans nos passions quand on peut le faire. C'est ça, oui, tout à fait. Ça donne envie. Ça vous donne il faut y aller. Ouais. Bah, ça me booste un peu, ouais, je vous avoue. C'est sûr que ouais, ça donne envie quand on voit qu'on peut le faire, justement. Ça fait du bien, un truc concret comme ça. Parce qu'il est tard, peut-être qu'il y en a beaucoup qui dorment, mais il y en a plein qui l'ont fait. Il y en a plein qui ont monté leur société, c'est sûr. Bien sûr, bien sûr. Je crois que, voilà, il faut essayer de vous dégager aussi de cette peur, Jérémy, parce que vous cherchiez un certain confort. Je parle à vous, Jérémy. Hein. Oui. Vous cherchez parce que vous cherchiez finalement un certain confort aussi au travers de cet emploi administratif. Et puis je voulais pas mettre en difficulté je voulais pas mettre en difficulté ma vie du couple aussi. On a un petit appartement, ça fonctionne bien, très bien, on continue comme ça. Non, ça fonctionne pas bien en fait. Ça fonctionne faussement bien. Ouais. Et c'est ça que je voulais pointer avec vous en cette fin d'émission, parce que vous pensez que ça fonctionne bien, mais non, en fait. Je crois pas que votre compagne soit très heureuse de vous voir comme ça. Et si elle vous aime, elle comprendra tout à fait que peut-être que ça sera un petit peu plus dur financièrement sur le démarrage. Mais encore une fois, que c'est pas possible non plus que vous acceptiez un travail juste pour avoir une vie de couple stable. C'est pas un but, ça tiendra pas. Je pense que vous avez raison là-dessus. J'en suis quasiment sûr. Et j'écoute assez régulièrement l'émission, pas tout le temps, mais je l'écoute, au moins une fois par semaine, et j'entends des histoires qui vont dans ce sens-là aussi de temps en temps. Donc ça, moi, je sais que la communication, c'est important, mais ça, je me disais que je pouvais faire des petits mensonges par omission et pas tout lui dire non plus, quoi, pour pas qu'elle se voie à quel point je suis mal, en me disant, je vais sans doute y arriver, je vais sans doute remonter la pente. Et en fait, non, je pense qu'il faut que je lui parle parce que je vais plus mal que ce que je pense, quoi. Oui, ça c'est important que vous l'ayez entendu ce soir, en tout cas. Bah ça c'est sûr, ça vous inquiétez pas. Bon. En tout cas, Jérémy 2, merci beaucoup. Merci Jérémy. J'espère que ça aura apporté d'espoir à mon camarade Jérémy 1. Et puis franchement, il faut y aller. Et puis être bien dans ses pompes, c'est super important. On peut pas vivre, encore une fois, je répète, mais on peut pas faire un truc qu'on n'aime pas, c'est impossible. Au bout d'un moment, on finit par craquer et c'est pas possible. Bon. Voilà, c'était votre message en tout cas, et c'était formidable. Merci beaucoup, Jérémy. Justement de pouvoir lui permettre de se projeter dans 10 ans dans quelque chose d'un peu plus heureux que ce qu'il vit actuellement. Merci. Alors, en tout cas. Rendez-vous dans 10 ans, on fait un petit meeting à 3. Rendez-vous dans 10 ans pour savoir voilà. Si vous aurez pu, si vous avez monté votre entreprise de bois. Bon. Je lui ferai une scène pour ses concerts. D'accord. Voilà. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Jérémy, en tout cas. Merci de votre appel. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci. Bon, Jérémy, il y a eu beaucoup de belles choses là dans ce qui a été proposé, dans ce qui a été dit. C'est vrai. Je vous cache pas que je ne sais pas repartir avec un peu plus d'espoir que quand j'étais arrivé. Donc je suis déjà content d'avoir appelé, et je me dis que j'ai pas appelé pour rien. Bon, donc je vous souhaite plein de courage, plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Et je vais réécouter l'émission, et comme l'a dit Thomas au standard, et je vais essayer de faire un maximum de choses pour rebondir en tout cas. Bon, j'espère que ça vous aura donné la pêche pour le faire. Et puis voilà, vous avez toute la vie devant vous, comme l'a dit Bernard plusieurs fois par SMS d'ailleurs. Vous avez toute la vie devant vous, il faut y aller là. Il faut ôter la peur et foncer. D'accord ? Je vais faire. Et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant. Je le ferai, avec grand plaisir. Bon, c'est formidable. Merci Jérémy. Au revoir. Au revoir. Europe 1, Sabrina Philippe.